BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. 19h30, 21h, vous le savez, on est là chaque soir à la radio, à la télé. Et nous sommes encore ici en ce mardi à Barcelone, au cœur du Mobile World Congress. Regardez, ça grouille de monde. Le plus grand salon télécom au monde, qui est donc en Espagne. Tech & Co, donc spécial télécom ce soir avec au sommaire tout à l'heure, dans un instant, le débrief de ce deuxième jour avec Thomas Serval et Yves Maître. On reviendra sur l'histoire du Mobile World Congress, mais aussi des tendances de ce salon qui est en train de se métamorphoser. Je recevrai aussi Michael Trabia qui travaille chez Orange et qui nous expliquera l'importance aujourd'hui de la connectivité, qu'elle soit par câble sous-marin mais aussi par satellite. Et on s'intéressera à Xiaomi, le constructeur de smartphones chinois, qui présente le Xiaomi Ultra, un téléphone qui mise tout sur la photo avec comme partenaire Leica. Bienvenue, c'est parti pour Tech & Co, la quotidienne, ici au Mobile World Congress. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, et pour ce deuxième jour ici à Barcelone, au MWC, sur le stand d'Orange, encore merci à toute l'équipe d'Orange de nous accueillir depuis de très nombreuses années. Et ce fidèlement, on va débriefer l'actu de ce salon et puis surtout en connaître un petit peu plus sur ce grand rendez-vous dédié aux télécoms où tout l'écosystème télécom se retrouve donc février, mars, évidemment ici à Barcelone. J'ai le plaisir d'accueillir Yves Maître. Salut Yves. Bonsoir. Comment ça va Yves? Très bien, merci. Voilà, un fidèle de Tech & Co pour débriefer l'actu. Tu as fait le déplacement ici parce que c'est intéressant pour toi de venir un peu sentir les technologies télécom de ce MWC. Et il y a aussi Thomas Serval. Salut Thomas. Salut François. Le PDG de Barracoda, fin connaisseur aussi des télécoms. Rappelons que tu as travaillé chez Google, dans plein de grandes boîtes. Et c'est important pour toi aussi d'être là pour être... justement, pourquoi vous êtes là? Parce que finalement, toi, alors évidemment, tu es en contact avec les télécoms. Tu étais au CES. Est-ce que pour toi, le CES est aussi important que le MWC? Alors, le CES est plus important que le MWC, mais le CES est devenu un salon occidental, alors que le MWC, alors il y a des petites problématiques logistiques, mais il y a les Chinois qui sont là. Et donc, si tu veux être à la pointe de ce qui se fait de mieux dans la tech, incluant les télécoms chinois qui sont les leaders dans le monde, il faut être au MWC. C'est-à-dire que l'Europe est plus neutre, on va dire, c'est ça? En tout cas, les Chinois vont jusqu'en Europe, ne vont plus aux États-Unis pour les dernières technologies. On n'arrive pas à les voir aux États-Unis. Cela dit, il y avait beaucoup de Chinois, je trouve, au CES cette année. Proportionnellement, beaucoup moins qu'en 2020, au moment où ils étaient en phase de rattrapage. Maintenant, les Chinois sont devant. Et donc, ils ne présentent pas leur dernière technologie aux Américains qui ne les achèteront pas. Alors que là, il y a tous les télécoms du monde qui achètent les technologies chinoises. Et donc là, on a un beau showroom de la technologie chinoise exportable. C'est clair. Yves, alors j'ose même pas te demander de combien de MWC tu as fait. C'est la 20e édition du Mobile World Congress ici à Barcelone. Mais c'est pas le début en fait de l'histoire, parce que le début c'était à Cannes. Il y a très longtemps. Absolument. En fait, ce rendez-vous des télécoms date de 1987. C'était à Cannes. C'était tout petit au début. Et puis, ça a commencé à grossir. Tellement gros que Cannes n'a pas pu suivre il y a 20 ans. Et tout a été déplacé à Barcelone. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait, je crois, une vingtaine d'années que le salon s'est déplacé de Cannes pour des questions de taille, de logistique, à Barcelone. Sûr, Et même à Barcelone, il y a eu deux sites. Il y a eu le premier site qui était dans le centre de Barcelone. Qui était superbe. Qui était devenu trop petit. Et donc, ils ont dû se déplacer pas loin de l'aéroport, pour ceux qui connaissent un peu Barcelone. Et donc là, il y a des espaces juste gigantesques. Je ne sais plus, on est à 8 ou 9 halls. C'est un convention center un peu comme à Las Vegas, quoi. Voilà, c'est juste énorme. Et oui, alors c'est le sommet du monde digital pour moi. Le CES, c'est plus le sommet du monde consumer, c'est-à-dire des consommateurs avec des télés, des choses comme ça. Ici, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de poste de radio. C'est vraiment le monde digital et c'est quand même plutôt destiné, on va dire, aux professionnels. Alors c'est vrai que fin de semaine, à partir de jeudi ou mercredi, c'est ouvert au public. Donc tous les gens qui sont à Barcelone ou qui veulent venir peuvent venir. Je pense que c'est quand même... Je ne savais pas que c'était ouvert au public. Si, c'est ouvert au public et c'est vraiment impressionnant. Ah ouais. C'est-à-dire que il y a des Espagnols qui viennent ici. Absolument, il y a des écoles, il y a des... Il y a voir les nouveaux téléphones. Un peu comme l'IFA à Berlin, quoi. Voilà, c'est très proche de l'IFA. Ouais. Et c'est
je voudrais pas faire un mauvais jeu de mots lié à la période, mais c'est un peu la Mecque du digital ici. Ouais. Et avec beaucoup de respect pour, Oui, aussi, bien sûr. pour tout le monde. Et je pense qu'il faut se rendre compte que tout ce qui compte dans le monde du digital est là. Et comme tu le disais, Thomas, et tu as tout à fait raison, la grande différence avec le CIS et Barcelone, c'est que au CIS, pour des raisons géopolitiques que tout le monde comprend, bien, on va dire c'est plutôt réservé, où les Occidentaux ont plus de facilité à y aller pour des questions de visa, etc. Et là, il y a vraiment tout le monde. Il y a l'Afrique, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Corée, il y a les États-Unis. La Russie est présente ici? Bien sûr, il y a des Russes qui sont là. Il y a des très gros opérateurs russes. D'accord. Il faut savoir aussi que dans le spatial, puisqu'il y a les satellites qui sont représentés, la Russie est quand même un pays extrêmement important dans le monde du spatial. Ouais. Et donc, il y a mais des je pensais qu'avec les tensions géopolitiques actuelles, la Russie ne faisait plus le déplacement ici pour communiquer. Le GSMA qui organise ce salon, c'est l'association de tous les opérateurs mondiaux. Oui, donc en fait, la Russie en fait partie. Tous les opérateurs et tout le monde dans tous les pays du monde, qu'ils soient développés ou pas développés, a 1, 2, 3, 4 opérateurs, voire 5. Et donc, tous ces gens-là, c'est ça le cœur du salon, viennent ici, échangent, parce qu'on en a besoin pour l'interopérabilité, parce qu'il est hors de question que quand on va en Somalie, le téléphone américain ne marche pas. Et donc quelque part, toute cette GSMA, elle a été créée, parce qu'on oublie le Mobile World Congress, c'est organisé par l'association des opérateurs. Oui, bien sûr. Et donc c'est l'endroit où on dialogue sur les tendances, la 4G, la 5G, maintenant la 6G. Et donc c'est vrai que c'est une sorte d'ONU des télécoms. Mais tu as tout à fait raison, Thomas. Et peut-être on va revenir là-dessus sur cette notion d'ONU des télécoms, parce que c'est très important. Mais je pense qu'il faut dire, en effet, aux gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir, qu'il y a non seulement les industriels, il y a non seulement le public à partir de mercredi, mais il y a un pavillon des ministres. C'est-à-dire qu'il y a des ministres de tous les pays du monde qui viennent là. Hier, j'étais avec les régulateurs. Et les régulateurs, bien entendu. Mais c'est quelque part conséquemment à l'avenue des politiques, donc des ministres, il y a les régulateurs. Mais par exemple, hier, j'ai passé une partie de la matinée avec le ministre du digital de la République démocratique du Congo, pour un programme qui s'appelle, qui a pour but, je ne vais pas donner le nom parce que c'est un nom anglais, mais qui a pour but de rendre les smartphones les moins chers possibles pour qu'il puisse y avoir une adoption, parce qu'il y a quand même plus de 2,5 milliards de personnes dans ce monde qui pourraient accéder, parce qu'ils ont l'accès à la 3G, à la 4G, ils ont du réseau, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter un téléphone. Mais tu nous en as déjà parlé de cette initiative que tu pilotes, en fait. Que la GSMA pilote, et la GSMA a eu la gentillesse de me demander sur certains sujets de l'aide, et donc j'essaie d'aider la GSMA, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que je suis là. L'idée, alors petite digression, l'idée c'est de dire aller en Chine, essayer de faire baisser au maximum le prix des composants pour avoir un smartphone à un prix dérisoire en fait. Alors il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est de baisser le prix du smartphone. Le deuxième aspect, c'est de baisser la fiscalité autour du smartphone, c'est-à-dire la TVA et les droits de douane, parce que quand vous avez 20% de TVA et 10% de droits de douane, ce qui est déjà pas beaucoup, parce que souvent c'est 20% de TVA jusqu'à 30-40% de droits de douane. Je n'aurais pas cité des pays parce que ce ne serait pas faire, mais ça arrive. Et donc là, il y a toute une relation avec le politique pour leur expliquer combien il est important de ne pas surtaxer des objets qui sont générateurs de valeur ajoutée dans leur économie. Et c'est ce que tu disais, enfin c'est ce que tu essayais de dire aux représentants du numérique du Congo, de ne pas... République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, de ne pas faire exploser les taxes finalement pour qu'un maximum de Congolais puissent s'offrir un smartphone en fait. Un smartphone qui va leur permettre d'accéder à l'intelligence artificielle. Et on y reviendra, qui est probablement un des cœurs du sujet de ce salon. Et puis la troisième chose... Sans compter toute la richesse que ça peut procurer au pays, bien évidemment. Absolument. Donc, et puis pour les femmes, pour les gens en difficulté, pour l'éducation des enfants, etc. Je termine juste, parce que je vois mon ami Thomas... Il frétille. Il veut intervenir, mais il a raison, parce qu'il y a toujours une très bonne intervention. Et le troisième point, pour en conclure sur ce sujet-là, c'est la Banque mondiale qui a des capacités financières et qui peut aider à faire la promotion, à subsidier des applications, des services citoyens autour de l'inclusion digitale. Sauf qu'en ce moment, vraiment important. En ce moment, Yves, tu as un problème. C'est le coût des composants qui explose. C'est le coût de la mémoire qui explose. C'est en effet un problème. Il faut que chacun fasse un effort, mais on ne peut pas laisser 2,5 milliards d'individus
déconnectés de l'Internet, déconnectés de l'intelligence artificielle, parce que l'écart se creuse et c'est juste inacceptable. En tout cas, pour la GSMA, et moi je suis fier de participer à ce programme qui est un programme sociétal et qui n'est pas un programme financier. Thomas. Il faut rappeler le rôle qu'a le smartphone dans les pays émergents, qui est très différent du rôle du smartphone dans les pays développés. En Afrique, le smartphone, c'est le porte-monnaie, c'est la banque, c'est l'assurance, c'est la télévision, c'est la radio. Donc en fait, c'est l'ordinateur en fait. C'est l'ordinateur plus la télé plus le porte-monnaie. Et c'est tellement important. Et on voit que une des choses qui a complètement révolutionné d'ailleurs le paiement en Chine, mais également en Afrique, c'était Orange est un des leaders dans ce domaine avec Orange Money, c'est qu'en fait on paye avec le smartphone. Des gens qui n'avaient pas accès à la consommation. Et donc ça, on ne se rend pas compte à quel point, en parlant d'enjeux de développement, et c'est pas un hasard que la Banque mondiale, c'est tous les flux financiers des pays émergents qui passent par le smartphone. Des plus avancés maintenant, comme le sont la Chine, qui ont un système de paiement entièrement basé sur le smartphone, à des pays très pauvres pour lesquels le smartphone est la connexion à la banque et à la connexion au service public. Et ça fait des années que ça existe, ça. Ça fait des années que l'Afrique permet le paiement par SMS depuis de très nombreuses années. Et on a réintégré ça dans les pays développés. C'est un des exemples amusants de... On pensait être plus développé, et puis finalement, ils nous ont rattrapés. Oui, mais il y a bien sûr le paiement, mais avec toutes les conséquences que ça, le smartphone, c'est la libération de la femme, puisque dans certaines contrées, campagnes africaines, il y a encore un rôle de la femme qui n'était pas... donc qui s'ouvre, qui a accès à l'information, qui a accès à des paiements directs sans que ça passe, sans que ce soit pris ou que ce soit dévié de l'objectif. Il y a l'enregistrement des naissances. Quand vous êtes au fin fond de la brousse, et c'est pas du tout péjoratif, et qu'il y a des naissances, il faut les enregistrer pour que l'enfant il ait une identité. Oui, bien sûr, qu'il existe administrativement. Absolument. Bien sûr. Toutes ces choses-là qui peuvent difficilement se faire ou qui sont compliquées à faire. Et ça fait un lien parce que dès lors qu'on a la connectivité, alors on a la connectivité 2G à l'ancienne, maintenant on a de la data. La data qui devient... parce que l'avantage, c'est que les technologies ont été très fortement amorties dans les pays occidentaux. Donc en fait, on peut les faire pour pas très cher. Mais dès lors qu'on est connecté, maintenant qu'on a les IA, ça veut dire qu'on amène potentiellement un docteur ou des conseils en santé, des conseils en agriculture, des services publics. Et donc c'est vrai que c'est une émancipation et une accélération du développement qui est... essentiel pour qu'on n'ait pas deux humanités qui vivent l'une à côté de l'autre. Mais il y avait un truc, j'avais vu un document sur un Africain qui, grâce à son smartphone, avait simplement des données météo. Et pour lui, ça changeait la donne, finalement. Parce qu'il savait ce qui allait se passer, s'il devait arroser ou pas. Enfin, voilà. Et ça nous paraît tellement... déconnecté de notre réalité. Mais là-bas, il n'y a pas forcément de la radio, il n'y a pas de la télé. Et le smartphone, comme tu le disais très justement, c'est le point d'entrée de tout, en fait. Et non seulement tu as raison, et tu prends un exemple très bon, mais il faut savoir que l'illettrisme en Afrique est malheureusement, et pas qu'en Afrique d'ailleurs, il ne faut pas stigmatiser l'Afrique, mais l'illettrisme dans un certain nombre de pays en voie de développement reste un vrai sujet, qui peut atteindre plusieurs dizaines de pourcents en fonction des pays, en fonction des géographies, et que l'intelligence artificielle permet aux gens qui ne savent pas lire d'écouter un texte ou d'envoyer un SMS, d'envoyer un message, d'envoyer un email, de répondre à l'administration juste par la voix, avec des langages qui sont les leurs, parce que beaucoup ne parlent pas anglais, beaucoup ne parlent pas français, et ils ont des langages de leur communauté, et c'est devenu quelque chose qui est absolument essentiel pour eux. Mais peut-être qu'il faut revenir à la GSMA. Oui, bien sûr. À noter qu'on évoque la GSMA. Son patron, c'est Vivek Badrinath. Il sera sur le plateau de Tech & Co à Paris. Je le recevrai dans quelques semaines. Et on évoquera justement le rôle de la GSMA et des ambitions, en fait, de tout cela. Je voudrais dire quelque chose à tous nos auditeurs. Si vraiment vous avez 20 minutes à gagner, vous écoutez en replay le discours d'introduction de Vivek Badrinath, V-I-V-E-K, Badrinath, je ne vous l'appelle pas. Qui est sur le site du MWC. Je pense qu'il est sur le site de la GSMA. Et puis après, il y a eu deux autres interlocuteurs, dont Christelle Adelman, qui est la CEO d'Orange, stand sur lequel nous sommes.
Et si vous écoutez 3 fois ce quart d'heure-là, donc ça fait un peu plus de 20 minutes, 3 fois 15, mais vous aurez, je pense, une vraie compréhension de ce qui est en train de se passer. Je trouve que avoir 3 personnes de ce niveau-là, vous pouvez écouter l'ensemble, je veux dire, tout l'ensemble est intéressant, mais juste ces 30 ou 40 minutes, tout d'un coup, on se dit « Ah oui, d'accord ». Et je pense que c'est vraiment... Alors, on peut s'en faire le porte-parole, on peut expliquer ce qui s'est dit, mais si vous voulez vraiment avoir la source de ce qui est en train de se passer dans le monde des télécoms, dans le monde du satellite, par rapport à l'AI, par rapport à ChatGPT, par rapport au cloud, par rapport à ces robots, je vous assure, prenez même la moitié de ce temps-là, mais écoutez cette introduction parce que c'est vraiment puissant. Thomas. Oui, ce qui est intéressant, c'est que les télécoms, il y a 20 ans, au tout début, étaient les power makers de tous les services digitaux. C'est eux qui capturaient l'essentiel de la valeur ajoutée. En fait, en 20 ans, ils représentent presque moins de 1%, je crois, de 1 ou 2% de la valeur créée grâce au réseau qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quelque part, c'est les hyperscalers, c'est les Microsoft, c'est les Netflix, c'est tous ces YouTube, services qui se sont construits dessus, qui finalement ont capturé l'essentiel de la croissance du secteur. D'ailleurs, il y a eu des tensions, et elles existent toujours, entre les opérateurs télécoms. La bataille est terminée. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait la grande question qui était la vision de Thierry Breton au début des années 2000 pour savoir s'il y avait la convergence entre le tuyau et le contenu. C'est Jean-Marie Messier dans les années 2000. Bien sûr. Ou finalement, si l'opérateur allait devenir un fournisseur de tuyaux. Malheureusement pour les opérateurs, heureusement pour l'écosystème des startups, mais pas pour l'Europe, on va en reparler. La bataille a été réglée par les Américains, qui étaient en retard sur les infrastructures. On oublie à quel point GSM, ça veut dire groupe spécial mobile. C'est une invention de Lannion et de France Télécom. GSM, c'est-à-dire le mot même qu'on utilise. Tout le monde pense que ça veut dire global. Ça veut dire groupe spécial mobile, une entité des télécoms, truc qu'on a vraiment oublié. Le monde a été fabriqué dans les années 90 par les décisions qui étaient prises par Nokia, Alcatel, Ericsson, Bluetooth et Ericsson. Les Européens. Les Européens. Tous les brevets, à part jusqu'à la deuxième 2G, c'était des brevets européens. Donc si on veut voir à quel point il y a eu un déclassement ou un rattrapage suivant la manière dont on le regarde, eh bien, en fait, aujourd'hui, à partir de la 4G, tous les brevets, les principaux, étaient chinois. Parce qu'en fait, avec les Jeux Olympiques de Pékin, c'est les Chinois qui ont investi dans la 4G avant tout le monde et qui ont fait que les China Mobile avec ces 300 sont passés devant. Les Américains ont pris peur. Ils ont dit oh là 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 là. Et avec la 5G, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imposé l'IP partout. Et l'IP, ça veut dire le retour de l'Internet, ça veut dire le retour des hyperscalers, le retour des Google. Et donc, quelque part, on s'est rendu compte que les Américains ont réagi pour redevenir les leaders en concentrant les opérateurs. Nous, on a 60 opérateurs en Europe, il y en a que 3 aux États-Unis, donc ils ont une puissance de frappe qui a fait que les Américains ont fait leur travail de révolution. L'Europe est restée dans une logique de concurrence qui les a rendus complètement incapables d'investir dans les aspects logiciels et on a été déclassés. Et puis maintenant que l'IA arrive, on se rend compte qu'on a une nouvelle couche qui est en train de nous échapper parce qu'il faut la data, il faut la puissance de calcul. Et le paradoxe, c'est que les seuls endroits où il y a encore la puissance de calcul pour demain avoir des gros data centers et qui ne sont pas exploités au maximum de leur potentiel, c'est chez les opérateurs qui ont ces data centers mais qui n'ont pas saisi. Alors, ils sont en train de se rattraper, on peut en parler parce que c'est une des tendances du salon, qui n'ont pas saisi l'opportunité d'aller faire des Azure ou des Google Cloud. Alors, en effet, je pense que c'est extrêmement important ce que tu viens de dire. L'an dernier, je suis venu ici et j'avais trouvé que c'était un peu poussiéreux. Tu vois, que c'était un peu les vieux. On parlait d'IA, mais c'est vrai que c'était pas tangible. Voilà. Et cette année, c'est le début de la nouvelle ère de la GSMA. Et j'ai connaissant Vivek, puisque c'est quelqu'un avec lequel j'ai eu la chance, l'opportunité, une chance incroyable de travailler. Je lui textais hier après son truc en le félicitant de cette nouvelle énergie qu'il y a aujourd'hui à la GSMA. Et ça se sent de partout, ça se sent dans les conversations qu'on a avec les uns, qu'on a avec les autres, la couleur des stands, les produits qui sont affichés. Voilà. Et alors, je vais essayer, si tu le permets, d'expliquer un peu aux gens avec des mots très simples et faire une analogie de ce qui est en train de se passer. Vous prenez un corps humain. Le corps humain, il y a 4 choses. Il y a l'air qu'on respire avec nos poumons. Okay, il y a le corps avec les muscles et son squelette.
il y a le cerveau, je fais très simple, n'importe quel docteur serait angoissé à l'idée de m'entendre. Et puis il y a le réseau nerveux, tous les nerfs, ce qui fait que quand on pique, on réagit. Okay, bon, donc c'est hyper simple et évidemment, c'est Yves Med qui raconte la médecine. Mais t'es pas médecin, donc. Alors ça, voilà. mais alors loin de l'être. Ouais. Loin de l'être. et donc, quand on regarde les choses, le cerveau, alors l'oxygène d'abord, l'oxygène, l'air, c'est le data, c'est la data. Donc l'intelligence artificielle, ce monde-là, se nourrit de la data. Donc on respire de la data qu'on traite et qu'on rejette, etc., etc. Le cerveau, c'est tout ce qui est logiciel, les LLM, Anthropic, OpenAI, Gemini, tous ces gens, DeepSeek en Chine, etc. Tous ces gens, Mistral en France, etc. Ça, c'est différents types de cerveaux qui sont éduqués, qui sont entraînés, les réseaux de neurones. Vous avez tout entendu ça. Le corps, c'est les data centers. Vous avez entendu parler de data centers. C'est Nvidia, c'est Applied Digital, c'est Irene, c'est Amazon, c'est Google aussi, c'est Microsoft, Azure, etc., etc. Et puis, le réseau des nerfs, c'est les nouveaux réseaux de télécom. Et donc, la GSMA aujourd'hui, la rénovation, ou le renouveau, c'est de dire, dans cet ensemble-là, dans ce corps, il manque un réseau pas neuronal, nerveux, qui fait que tout ça est coordonné et que cet ensemble devient, comme un être humain, un ensemble cohérent et consistant. Et c'est ça qui a été quelque part dit hier et qui est en train de se créer avec un certain nombre de problèmes, parce qu'on voit bien que si les Chinois font leur réseau nerveux et les Américains font leur réseau nerveux et que la main droite marche avec une certaine manière et la main gauche avec une autre, ça va être difficile de faire du tricot. Parce que si les deux mains ne sont pas coordonnées. Donc il est extrêmement important que l'autorité politique se rende compte que l'AI, c'est fondamental pour demain et que si ce monde est fragmenté, l'AI ne va pas pouvoir marcher. Et avec un double risque, non seulement d'optimisation, c'est-à-dire des coûts, elle va marcher parce qu'on fera toujours marcher, mais à des coûts de dingue, okay, et il faut baisser ses coûts, y compris les coûts écologiques. Et puis la deuxième chose, c'est que quand deux choses ne sont pas faites et qu'il y a un trou entre les deux, c'est là où passent les virus. Et toute la sécurité, et la sécurité c'est déjà fondamental, mais avec l'AI c'est encore plus fondamental, parce que l'AI est plus intelligent pour trouver les failles. Si on n'arrive pas à souder le monde autour de standards et autour de régulations qui sont cohérentes pour qu'on ait un corps unifié, eh bien on va très probablement à la catastrophe. Et puis c'est dans le bénéfice de tout le monde, en fait, de tous ces organes et de toutes ces parties de ce corps que tu as décrit. Et ce qu'il faut rappeler, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'Internet et les télécoms sont des réseaux collaboratifs. Je vous donne un exemple que j'ai vécu quand j'étais chez YouTube. Si tout le monde avait décidé dans les années 2010 de doubler la qualité de la vidéo de YouTube, de passer de 480 en HD, ça faisait sauter l'Internet. Carrément. Ça faisait sauter l'Internet mondial. En 2010. Dans 2012-2013. Ouais. Si aujourd'hui, par exemple, les réseaux Internet fonctionnent avec des systèmes très collaboratifs où les gens acceptent de partager la donnée et le niveau de sécurité, on s'en est rendu compte, était assez faible. Et certains systèmes, par exemple la Chine, a fait le Great Firewall et vit dans un Internet qui est complètement différent. Donc on vit déjà dans un monde qui est déjà séparé. Ce qu'on voit avec la guerre qui est le monde en guerre dans lequel on est, c'est qu'il y a une différence maintenant fondamentale de où sont les consommateurs, où est le fabricant de l'équipement. Parce qu'il suffit que le fabricant de l'équipement ne soit plus collaborant avec le consommateur pour que, c'est un peu la même problématique que le F-35, on décide que demain, les réseaux 5G qui étaient essentiellement du Huawei et qui sont aujourd'hui du 4G. Donc chinois. Si on est très fâché avec les Chinois, il y a quelqu'un qui peut dire stop. Quoi. C'est ça. Et là, on voit à quel point on pourrait. Et donc cette prise de conscience qui était toute théorique dans un monde qui était globalement collaboratif, personne n'a intérêt à foutre le bordel, etc. Maintenant, tout change en fait. Elle vient avec la guerre en Ukraine. Et c'est la guerre en Ukraine qui a été le facteur déclenchant pour moi. Elle devient non seulement réelle, mais immédiate, puisque Starlink coupé pour les Russes entraîne tout de suite une perte de terrain. On parle de victoire militaire basée sur la qualité de la connectivité. Et donc ce qui est en train d'affleurer, alors les gens n'utilisent pas, on ne voit pas encore des mecs en treillis dans la pub, mais on voit quand même, là je reviens du stand Qualcomm, etc., on voit quand même les mots souveraineté, résilience,
Voilà. On voit tous les mots-clés qui commencent à dire aux États, vous êtes des opérateurs, mais nous on va pouvoir vous faire un truc. Et les opérateurs voient dans cette nouvelle méfiance ou défiance une justification de créer des réseaux collaborants, donc en fait de faire une sorte de monde occidental des télécoms. Et c'est sûr que on va être obligé d'avoir une stack, ce qu'on appelle une série de produits où à tous les étages on a confiance. Et ça, c'était pas la globalisation qu'on a connue dans les années 2010. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut véritablement se créer comme cette bulle finalement? Tu évoquais la Chine. C'est vrai que la Chine a une bulle technologique qui est quand même assez étanche. Oui. Mais c'est impossible pour nous parce que... oui, ils revendent leur matériel qu'ils ont amorti en Chine, ils les revendent 3 fois moins cher en Europe, ils les donnent en Afrique, ils les ont donnés à Free, etc. Donc les matériels amortis sont revendus, amortis en Chine, sont revendus à des prix très agressifs, donc beaucoup moins chers que les équipementiers européens ou américains, et ils fournissent des services bien meilleurs puisqu'ils sont déjà amortis sur 1 milliard de Chinois. Ouais, c'est ça. Non mais je pense que la question géopolitique du monde, qui est une question, aujourd'hui on voit bien qu'il y a une fragmentation, après ce monde qui a été global, où tout le monde voyageait, où on échangeait, etc. Bon, on voit bien qu'il y a une fragmentation, quel que soit ce qu'a fait la Cour suprême des États-Unis vis-à-vis des droits de d'âne, qu'il a remis en cause, enfin non pas seulement remis en cause, mais considéré comme illégal. Ça ne change pas, on voit bien ce qui se passe en Iran, etc., partout. Donc il y a une fragmentation du monde. Aujourd'hui, et je crois que Frédéric Simotel a interviewé très récemment Joshua, qui est un grand chercheur canadien. Oui, Joshua Benko. Absolument. Et qui disait il faut absolument que les gens intelligents dans ce monde se remettent autour de la table pour structurer une éthique de l'AI, pour structurer une philosophie de l'AI, une vision de l'AI. Et ici, à quelques jours de cette interview, et c'est pas le seul, hein, mais il y a vraiment ce moment qui dit attendez les gars, on fait n'importe quoi, on peut pas refaire la bombe nucléaire, on peut pas refaire les mêmes bêtises qu'on a faites. On a suffisamment d'expérience et suffisamment intelligent pour qu'on s'assied tous autour de la table pour dire il faut une AI qui soit une AI où chacun puisse en tirer profit, que vous ayez des communautés, des groupes, des Chinois, des Américains, des Français, des Belges, des Sud-Africains, qui l'utilisent différemment, qui en fassent un certain nombre de choses, y compris des armes. Ok, mais il faut qu'il y ait une éthique globale. Mais sincèrement, ça ne te paraît pas un peu trop chevalier blanc? On sait que ça ne peut pas arriver, ça. On est dans un monde tellement dur aujourd'hui. Mais il faut que ça arrive. Ouais, mais avec des considérations aussi business. Bah, aujourd'hui, on voit que l'Iran... Ça me paraît... Oui, mais sur les réseaux, ça va être obligatoire. Sur les réseaux, la GSMA, et c'est ce que je disais, écoutez cette interview de l'ouverture, parce que elle démontre clairement que ça va être une obligation économique. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, l'économie en tant que telle est à risque. Donc on pense que l'économie est tellement forte et tellement puissante. Le monde est économique. Le monde n'est plus dirigé par les politiques. Le monde est dirigé par l'économie. Bien ou pas bien, c'est pas un jugement de valeur. C'est comme ça. Et cette économie va avoir besoin d'une cohérence dans les AI, d'une sécurité dans les AI pour investir. Parce que tu n'investis pas dans quelque chose où tu n'es pas sûr de ce que ça va donner. Et donc je suis plus optimiste. On va conclure avec Thomas. Non mais aujourd'hui, alors je voulais parler parce que si on doit conclure, il y a aussi plein de startups qui montent des choses innovantes. Ici on n'en a pas trop parlé parce que c'est vrai que c'est le monde des... Mais il y a quand même tout un salon à côté qui s'appelle 4 Years for Now, qui est juste en face du Mobile World Congress, où il y avait plusieurs milliers de startups qui essaient de présenter leurs petits trucs. Qu'est-ce qu'on voit? Je voulais juste donner quelques trucs. On voit beaucoup de choses autour de l'AI agentique et plein de petits services que les opérateurs après mettent en avant. D'accord. Ça c'est un des trucs très intéressants. Et on voit beaucoup de choses autour de la santé. Parce que avant de ne pas faire la guerre, il faut déjà... Ce qui est ton domaine d'ailleurs. Et on voit que ça continue à fleurir. C'est l'application concrète dans la vie des gens de l'AI. On voit donc plein d'objets connectés qui sont en train d'exploser. Ça aussi c'est l'autre chose qui est quand même une tendance lourde de ce salon. C'est qu'on voit les téléphones, la montre, les earrings, les lunettes. Maintenant tout le monde a ses lunettes. Et donc on voit que peu à peu, l'Internet qui se concentrait sur le téléphone, comme on disait, il est quand même en train d'exploser dans les objets et il explosera avec de l'AI dedans. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, passionnant ce débat. C'est vrai qu'on est allé au-delà du MWC, mais les télécoms sont tellement au cœur en fait, de notre vie que ça impacte en fait, des pans entiers de l'industrie.
et de notre société. Et c'était intéressant de faire ce point. Merci beaucoup Thomas. Merci. Thomas Serval, PDG de Barracoda. On se retrouve très vite à Paris, hein, Thomas, plaisir. pour débriefer l'actu. Tout comme Yves Maître, Operating Partner chez Jolt Capital. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient dans un instant. Toujours depuis le stand Orange, juste après cette petite pause. On est de retour, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être avec nous. Comme chaque soir, on est à Barcelone, bien sûr, à l'occasion du MWC, le Mobile World Congress, édition 2026. Toujours sur le stand Orange, je suis très heureux d'accueillir Michael Trabia. Bonsoir Michael. Bonsoir François. Enfin, je suis heureux de vous accueillir et merci de nous accueillir sur le stand d'Orange. Absolument. Rappelons que vous êtes directeur exécutif d'Orange Wholesale. Quel est votre job en fait chez Orange? Ça veut dire quoi Orange Wholesale? Alors c'est vrai que beaucoup de gens savent qu'Orange c'est le leader en France, le premier opérateur. Un certain nombre savent aussi qu'Orange c'est un grand groupe qui opère dans 26 pays en Europe, en Afrique, Moyen-Orient. Mais peu de gens savent que finalement Orange, à travers Orange Wholesale, déploie et opère en fait les grands réseaux, les grandes infrastructures de l'Internet mondial. Et ça c'est mon job, donc c'est des câbles sous-marins, c'est des backbones de fibre optique, c'est du satellite, c'est tout ce qui fait finalement qu'on peut accéder au contenu dans le monde entier, qu'on peut voyager également. Et donc toutes ces interconnexions, nos clients ce sont les grands fournisseurs de contenu, les hyperscalers, d'autres opérateurs, et c'est tout ce monde de l'Internet qu'on interconnecte, tous ces acteurs de l'Internet qu'on interconnecte pour s'assurer que l'Internet soit vraiment global et mondial. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que Cocorico, parce que de temps en temps il faut se faire plaisir et dire l'excellence française, vous avez un vrai savoir-faire dans ce domaine-là. Il n'y a pas beaucoup on va dire, d'opérateurs télécoms qui ont ce savoir-faire. Absolument, beaucoup s'en sont séparés. On sait que les opérateurs ont vécu beaucoup de contraintes économiques. On a gardé chez Orange cette compétence sur les câbles sous-marins, mais aussi ces actifs. On possède des actifs sur 450 000 km de câbles sous-marins, c'est 10 fois le tour de la Terre dans le monde entier. Des téléports satellites, on parle beaucoup de satellites en ce moment. Et ça, c'est des compétences et des actifs critiques, stratégiques, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le trafic Internet, s'il existe, c'est grâce aux câbles sous-marins. Hein. Donc vous en êtes l'un des opérateurs et l'un des artisans, on va dire. Il y en a des milliers tout autour de la Terre, sous les océans, bien évidemment. Ça représente l'immensité du trafic, on est d'accord? Oui. 99% du trafic intercontinental passe par ces câbles sous-marins. Un câble sous-marin, c'est une capacité colossale qui est équivalente, on va dire, à 1000 satellites, pour donner un ordre de grandeur. Et donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais tout passe sous les mers. Et c'est vraiment fascinant. Et nous, on a des navires câbliers qui sont capables de poser ces câbles par 8000 mètres de fond, qui sont capables de les réparer. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, et voilà, je peux vous dire que réparer un câble par 8000 mètres de fond, c'est pas facile. C'est une compétence très très spécifique. Ouais, c'est clair. Avec aussi un contexte géopolitique fort. On se souvient de l'actualité d'il y a quelques mois où on ne savait pas pourquoi certains câbles étaient coupés, en fait, si c'était des accidents, si c'était volontaire, parce qu'évidemment, il y a des enjeux géopolitiques, stratégiques derrière tout ça qui sont hyper importants. Qui sont très importants, on le voit en mer Baltique en particulier, on a quand même des forts soupçons que certains incidents ne soient pas des accidents. Ça reste limité à la fois en termes géographiques, ça concerne certaines régions, je parlais de la mer Baltique par exemple, et puis en termes de volume, donc c'est pas un problème pour nous, on en a la capacité à réparer des câbles sous-marins sur toutes les mers et sur tous les continents. Et aujourd'hui, ça n'est pas un problème, ça n'a pas d'impact sur le service, hein, et ça, ce qui est le plus important. Vous ne vous rendez pas compte, il n'y a pas de coupure d'Internet, c'est parce qu'il y a une redondance. En fait, on a plusieurs, 4, 5, parfois même plus. À Marseille, il y a 18 câbles sous-marins qui arrivent. Et donc, s'il y en a un qui est coupé, c'est pas très grave. Le trafic est rerouté automatiquement. C'est ça qui est incroyable. Voilà. Et vous citez Marseille, c'est vrai que c'est une ville très importante, qui est un peu un carrefour de tous ces câbles sous-marins qui arrivent de l'Atlantique, qui repartent en Méditerranée ou vers l'Afrique. En fait, ou vers l'Asie. Ou en Asie aussi, bien sûr. C'est passionnant. J'aimerais qu'on évoque la grosse tendance du moment, c'est la connectivité par satellite, Michael Trabia, parce que on voit que
Alors la connectivité par satellite, l'Internet par satellite, c'est pas nouveau. Ça fait des années que ça existe. Vous en êtes l'un des opérateurs, hein, avec Nordnet, etc. Absolument. Enfin, ça existe depuis très longtemps. Mais c'était une solution de secours qui n'était pas forcément hyper optimisée, qui prenait de l'écart finalement avec la fibre optique et la 5G parce que la latence, des débits partagés, etc., etc. Et puis, tout a changé avec Starlink, et puis l'arrivée, bien évidemment, bientôt de Léo, d'Amazon, de Jeff Bezos, etc. C'est important, la connectivité par satellite aujourd'hui. On comprend, bien évidemment, la puissance des câbles sous-marins, etc. Mais pourquoi il y a cette excitation sur cette connexion par satellite aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est important parce que même si on a les meilleurs réseaux terrestres, que ce soit la fibre ou la 5G, eh ben, il peut toujours y avoir quelques zones où ça passe pas. Il peut toujours y avoir des cas où on a besoin de résilience, il y a une coupure, et on le voit parfois des incidents, des problèmes climatiques. Bien sûr. Donc ça a un intérêt. Il faut rappeler quand même que plus de 99% du trafic va se faire via les réseaux terrestres, qu'on va être connecté en fibre, qu'on va être connecté à la 5G. Le satellite a des limitations aussi, ça ne va pas marcher en indoor quand on est à l'intérieur des bâtiments. Pour autant, c'est un service qui répond à certains cas de manière unique et de manière essentielle. Donc des compléments de connectivité, et c'est ça qu'on voulait apporter à nos clients. On le fait déjà effectivement sur l'Internet à la maison avec une petite antenne satellite qu'on met sur le toit par exemple. Et ça c'est déjà disponible aujourd'hui. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on amène ça sur le mobile. Et donc on amène cette nouvelle dimension de connectivité sur le mobile. Et donc désormais sur son smartphone, on va pouvoir, alors ça va être progressif, on va pouvoir avoir une connectivité par satellite quand les réseaux terrestres ne sont plus disponibles. C'est-à-dire que je suis dans une zone où il n'y a pas de réseau, je suis en situation d'urgence, de danger, etc., etc. Je vais pouvoir contacter en fait les secours, envoyer des messages, c'est ça? Exactement, et Orange a été le premier opérateur européen à lancer ce service en France. Aujourd'hui, il est disponible. On a 2 devices qui sont compatibles. C'est les 2 smartphones Pixel, oui. Voilà, 9 et 10. Aujourd'hui, ils sont commercialisés. On a des clients qui utilisent le service et qui peuvent envoyer des messages d'urgence, mais aussi tout simplement des messages assez proches pour les rassurer, en disant ben voilà, je reviens dans 1 heure, je suis coincé à tel endroit. Et ça, c'est opérationnel aujourd'hui. J'envoie des messages et je les reçois aussi. On reçoit des messages. Et demain, on pourra aller plus loin. On pourra avoir des appels voix, on pourra avoir de la data. Et c'est tout l'enjeu des partenariats qu'on noue avec un certain nombre d'acteurs dans le domaine du satellite. Alors vous avez passé un accord avec Skylo, qui était d'ailleurs avec nous sur le plateau de Tech & Co hier pour nous expliquer justement leur métier et ce partenariat que vous avez avec eux. Mais on voit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les constructeurs de smartphones s'emparent aussi de cette technologie. Apple a été le premier à proposer ça avec l'iPhone 14, hein, on en est au 17, cette année on aura le 18, donc ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'on peut passer des messages d'urgence. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de voir ces constructeurs de smartphones marcher un peu sur vos plates-bandes finalement? Non, je crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, ils intègrent cette technologie. Parce que, bien sûr, nos clients, ils veulent que sur leur smartphone... S'ils l'intègrent eux, c'est pas vous qui allez pouvoir le proposer. Non. Ce qu'a proposé Apple, c'est vraiment des messages d'urgence. Il faut rappeler aussi que le marché européen est assez différent du marché américain. Cette technologie, elle est née aux États-Unis pour une raison essentielle, c'est que les zones blanches aux États-Unis, les zones de non-couverture, sont beaucoup plus importantes. Je crois qu'il y a 40% de zones blanches aux US. Donc c'est vrai qu'en Europe, nous, le réseau couvre très très bien. Néanmoins, il peut quand même y avoir des situations où il n'y a pas de réseau. Et donc on voulait amener cette technologie, mais c'est vraiment les opérateurs qui s'en emparent. Et aujourd'hui d'ailleurs, toutes les annonces qu'on voit, ce sont des opérateurs qui proposent ce service en complément de leur réseau terrestre. Parce que finalement cette connectivité toute seule, elle n'a pas de sens. On a besoin de pouvoir accéder aussi à son smartphone quand on est dans les villes, quand on est à l'intérieur, quand on est sous couverture terrestre. Et c'est l'essentiel du trafic. Donc la valeur, c'est d'amener les deux. Une couverture terrestre qu'amène un opérateur télécom comme Orange, et bien sûr un complément satellite quand il n'y a plus de réseau. Alors évidemment, on est dans un contexte géopolitique un peu particulier. On évoque beaucoup la souveraineté ici.
que ce soit dans ce salon, mais d'une manière générale dans tous les sujets liés à l'actualité. J'imagine que c'est un sujet pour vous important. Est-ce qu'on a des solutions, on va dire, de qualité européenne qui nous permettent de nous affranchir de Starlink, par exemple, ou Amazon, même Skylo. Skylo est un acteur américain. Ouais. Alors, c'est vrai que nous, notre plan stratégique qui vient de sortir s'appelle Trust the Future. Pour nous, la confiance, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Pourquoi ? Parce que finalement, on gère des communications de nos clients, des données de nos clients. On sait qu'on vit dans un monde, vous l'avez rappelé, où les risques géopolitiques ne sont pas théoriques. C'est des choses qui arrivent. Et nous, chez Orange, on ne veut pas qu'une puissance étrangère, un acteur étranger finalement, puisse décider de couper le service ou puisse accéder aux données de nos clients. Et ça, c'est notre ligne rouge. Et c'est pour ça que dans les partenariats qu'on a avec un certain nombre d'acteurs, notamment dans le domaine du satellite, on est très vigilant sur ce sujet. Alors il y a la question de la nationalité, mais il y a aussi la question finalement des contrôles qui sont mis. Et donc typiquement, on vient d'annoncer un partenariat ici au Mobile World Congress avec AST. AST qui est un acteur américain, mais finalement, nous on va faire un partenariat avec une joint venture européenne qui va garantir que le contrôle des satellites lorsqu'ils sont au-dessus de l'Europe est fait par une structure européenne et n'est pas soumis aux lois extraterritoriales d'une autre puissance. Après, il y a Starlink. Starlink, je sais que vous collaborez avec Starlink sur certains sujets. Je crois qu'en Espagne, vous avez annoncé un partenariat. Ouais. Est-ce que Starlink, c'est un peu, on va dire, le vilain petit canard finalement? Parce qu'on sait que derrière Starlink, il y a Elon Musk, qu'il a un management un peu particulier. Est-ce qu'on peut confier en fait un réseau aussi important que celui qu'on peut avoir sur son téléphone à une boîte comme Starlink? Starlink, déjà, ils sont très bons technologiquement. Je pense que c'est important de le dire. Ils ont beaucoup de moyens. Ce sont les meilleurs. Ils ont beaucoup de moyens aussi financiers. Alors, ils sont en partie financés aussi par l'État américain, mais ça leur donne aussi une puissance importante. Nous, on n'est ni pro-Starlink, ni anti-Starlink. On a des exigences qui sont légitimes. On veut offrir le meilleur service à nos clients. Et ça, pour le coup, ils ne sont pas mauvais. Mais on veut aussi garantir ce contrôle stratégique sur à la fois la communication de nos clients, sur le fait qu'il n'y ait pas d'interférence étrangère sur le service qu'on va proposer. Et là l'accord que vous avez passé avec l'Espagne et Starlink, puisque c'est Orange Espagne qui a passé un accord avec Starlink. C'est Orange, oui. Vous avez eu toutes ces garanties justement de sécurité? Alors, sur l'Espagne, on fait un test. Voilà, c'est pas un lancement commercial. Okay. Et nous, on veut vraiment être en capacité de tester toutes les solutions. Chez Orange, on n'est pas investisseur dans une constellation, on veut pouvoir proposer les meilleures solutions à nos clients. Et pour passer à l'étape commerciale, encore une fois, je le redis, on a des exigences claires sur le contrôle stratégique et sur finalement ces exigences de sécurité, de souveraineté pour nos clients, et on ne le fera que si ces lignes rouges sont respectées. Est-ce qu'on aura un Starlink européen? On a un acteur européen aujourd'hui avec Eutelsat OneWeb dans le domaine de l'Internet, pas dans le domaine du mobile. C'est pas aussi performant, on est d'accord, que Starlink. C'est pas une question de performance, c'est une question de capacité et c'est une question de marché adressable. C'est-à-dire que OneWeb va plutôt adresser le marché entreprise. Oui, pas les particuliers. Pas les particuliers, voilà. Mais en termes de compétitivité, en termes de qualité de service, on est sur des niveaux équivalents. Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour le mobile. Voilà. Et nous, évidemment, on serait ravis qu'il y ait un acteur européen. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait que tout le monde se mette autour de la table pour lancer un Starlink européen? On parle énormément de souveraineté, de protection des données, d'avoir une espèce d'autonomie technologique. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez? Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas les moyens de se fragmenter en Europe. Et aujourd'hui, c'est un risque réel. On ne peut pas avoir 3 projets européens concurrents dans le domaine du satellite. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des constellations, donc ce n'est pas un satellite qu'on lance, mais c'est des centaines, des milliers de satellites qui vont couvrir pas seulement l'Europe, mais finalement le monde entier. Et donc, il faut avoir la puissance, la force de frappe pour opérer ces satellites, les commercialiser dans le monde entier. Et donc, on a besoin, oui, d'avoir une initiative européenne forte, et on l'appelle de nos voeux. Aujourd'hui, il y a le projet Iris Carré, Iris Square, qui est un projet que nous soutenons. Mais qui est réservé aussi à certaines institutions, aux entreprises, pas pour les particuliers en fait. Qui sera disponible de manière plus large, alors pour les entreprises bien entendu,
mais qui pourrait ouvrir la voie effectivement à une constellation européenne. Pour un usage plus grand public. Pour un usage au moins professionnel, et puis on verra par la suite si ça évolue. Espérons en tout cas. Merci beaucoup Michael pour toutes ces explications et ces sujets passionnants. Vous êtes directeur exécutif d'Orange Wholesale. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co ici au MWC. Et vous le savez, on est là jusqu'à 21h pour vous faire vivre ce salon. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, après ce sujet passionnant sur les satellites, on va maintenant se rapprocher des produits que vous avez dans votre poche et que vous utilisez au quotidien. Ce sont évidemment les smartphones. Acteur important présent ici à Barcelone au MWC, c'est Xiaomi. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Chéniaud. Bonsoir Guillaume. Bonsoir François. Directeur général de Xiaomi France. Xiaomi qui fait son trou. Maintenant, Xiaomi est une marque qui est respectée, qui commence à être populaire. On le voit, on voit de plus en plus de personnes avec des téléphones Xiaomi. C'est un travail de longue haleine que d'installer une marque comme ça. Ouais. Xiaomi, marque chinoise, constructeur chinois qui est d'une puissance phénoménale en Chine, je crois. Oui, en effet, Xiaomi est le 3e acteur mondial depuis 5 ans maintenant. D'accord. Bien installé. En Chine, il y a une bataille qui fait rage entre les 4-5 gros acteurs et Xiaomi trouve sa place. On a terminé quelques trimestres en tête sur le marché chinois. Oui, parce qu'il y a Huawei qui est derrière, il y a Oppo, enfin toutes ces Apple également est présent Apple, sur bien ce évidemment, qui est de plus en plus puissant en Chine aussi. Il semblerait. Et nous, oui, on est 3e acteur mondial, 3e acteur européen et 3e en France, avec une base client d'un peu moins de 10 millions de clients. Donc, en effet, vous devez croiser de plus en plus de clients avec des téléphones Xiaomi en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait évoluer cette base client. On l'upgrade, on met dans les mains de nos clients des téléphones de plus en plus qualitatifs. On fait en sorte de premiumiser notre gamme et on voit parallèlement à cette évolution que les indicateurs de marque qu'on surveille comme la considération, la préférence évoluent favorablement. Pas seulement sur le smartphone, mais aussi sur tout l'écosystème. On a peut-être l'occasion d'en parler. Oui, parce que vous faites plein de choses en fait. Oui, alors, en Chine, vous faites... Ça va du smartphone à la voiture, en passant par le robot aspirateur. Oui. C'est dingue. Il y a je ne sais pas combien de milliers de produits il y a plus de 2000 références disponibles en Chine. C'est incroyable. En France, il y en a beaucoup moins. Mais justement, ça va du téléphone à la télé, des trottinettes, bien évidemment. Équipement audio, enfin tout ça. Oui, exactement. Parallèlement au mouvement de premiumisation ou de montée en gamme dont je parlais sur le smartphone, il y a un autre axe stratégique qu'on essaye de prendre, qui est la diversification de notre écosystème. Donc, comme vous le précisiez, on a commencé par des trottinettes électriques, on est leader en France, on fait des caméras de surveillance. Enfin bref, il y a un certain nombre de produits qui constituent cet écosystème. Avec toujours un excellent rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça l'idée. Exactement, c'est notre ADN, ou toujours proposer un bon rapport qualité-prix ou en proposer plus pour le même prix. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'instaurer. Et on développe l'écosystème jusqu'à proposer récemment dans certaines de nos boutiques, puisqu'on a ouvert des boutiques en propre en France, des machines à laver, des réfrigérateurs. Donc on fait vraiment évoluer cet écosystème pour proposer un concept global. Un MWC 2026 important pour vous, avec pas mal de nouveautés. Nouvelle génération de smartphones, le Xiaomi 17 décliné en plusieurs versions avec le top du top, l'Ultra. Un téléphone Leica, étonnant aussi. Un concept car. Enfin, il y a eu plein d'annonces. On commence peut-être par téléphone parce que on va dire que c'est un peu l'ADN de ce salon. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Xiaomi 17 ? Alors, ce Xiaomi 17 Ultra et Xiaomi 17, ce sont les fleurons de notre marque premium. Ils représentent déjà un élément très important qui est notre volonté d'être considéré comme référent sur le marché de la photo au travers de spécifications très fortes, reconnues par l'ensemble des photographes, par la presse. Ça, c'est le premier point. Et puis, qui se caractérise par le partenariat avec Leica qu'on a depuis plusieurs années. Grosso modo, il y a des évolutions sur ce produit qui arrivent chaque année. Là, on a un produit qui est là. Je ne sais pas si des téléspectateurs pourront le voir. On le voit parce qu'on a fait des petites vidéos préalablement, mais il
il a un énorme capteur à l'arrière. Ouais. Enfin, c'est pas un capteur, c'est un réceptacle de capteur en fait. Exactement. Ouais. On a un châssis qui est de plus en plus beau, qui est de plus en plus fin, un téléphone de plus en plus léger, avec des spécifications photo extrêmement abouties. On a un capteur 1 pouce, on a des téléobjectifs de 200 mégapixels. Donc on propose ce qui se fait de mieux en photo vraiment dans les téléphones de plus en plus Le capteur 1 pouce, c'est rare sur les téléphones Ouais, parce que évidemment ça prend plus de place, mais ça permet d'avoir plus de lumière, plus de pixels, etc. C'est ça, c'est dans des conditions extrêmes. On a illustré ça avec des photos ou des vidéos de feux d'artifice. C'est ce qu'il y a de plus dur à photographier et les performances sont relativement extraordinaires. Donc ça, c'est le 17 Ultra qui a été commercialisé depuis samedi dernier. Et puis, comme vous le précisiez, on est allé jusqu'au bout de l'exercice avec un Leitz Phone, Leitz en référence au nom du fondateur de Leica. Avec là en téléphone encore plus premium, des matériaux qui se rapprochent très fortement des appareils photo Leica et un anneau manuel qui permet vraiment d'avoir une expérience très proche de celle d'un photographe professionnel. Donc là on a vraiment poussé l'expérience jusqu'au bout. Est-ce que les gens savent qui est Leica? Parce que finalement, alors les plus anciens comme moi connaissons Leica parce qu'on se rappelle des Leicaïstes, ces fans de photographie et des photographes d'ailleurs qui avaient une patte Leica avec un grain, une qualité d'image, mais finalement la nouvelle génération smartphone connaît encore Leica, s'intéresse à ça, ça leur parle. On s'est rendu compte qu'il y a 3 ans, quand le partenariat a commencé, que la connaissance de la marque, spécifiquement en France, auprès de notre audience, était assez faible. Et elle évolue très fortement d'année en année. On a aujourd'hui 40% des consommateurs qui connaissent Leica et qui l'associent à la marque Xiaomi. Et ça nous aide à gagner en considération, puisqu'on sait que l'appareil photo est un critère d'achat fondamental et ça nous aide à gagner en considération. Donc oui, c'est un levier fondamental qu'on travaille régulièrement au travers de nos campagnes marketing depuis plusieurs années. On martèle ce message et il semble le prendre auprès des consommateurs français. Alors, malgré tout, cette année 2026, elle est un peu étrange parce que vous sortez un nouveau téléphone avec de nouvelles fonctionnalités, etc. Mais le contexte géopolitique et surtout, on va dire, cette course à l'intelligence artificielle fait que certains composants électroniques ont vu leur coût exploser et ça va se répercuter de manière inexorable sur le coût de ces appareils. C'est une pour réalité. Cette année 2026. Oui, c'est une réalité à laquelle on est déjà confronté et c'est un mouvement qui ne cesse de se prolonger. Ça évolue quasiment tous les jours, donc c'est quelque chose de nouveau auquel on doit forcément faire face. C'est-à-dire que là, toutes les semaines, vous voyez l'augmentation de certains composants, notamment les mémoires. Hein. C'est ça qui coûte le plus cher. Oui, ça représente une partie non négligeable du prix du téléphone, donc forcément ça a un impact. Dans ce contexte-là, l'objectif de Xiaomi, puisqu'on travaille sur le rapport qualité-prix, ça va être de protéger le pouvoir d'achat, notamment des Français. C'est notre rôle en France de trouver les bonnes solutions pour que cette hausse soit la moins douloureuse possible. Et on pense que nous, Xiaomi, on a quand même des cartes à faire valoir. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, le fait qu'on soit 3e acteur mondial, ça nous a donné une certaine puissance dans les négociations. Le rapport de force n'est pas tout à fait le même quand on est 3e ou 10e. C'est-à-dire que vous allez taper à la porte des usines en disant, écoutez les gars, je commande des millions et des millions de mémoires, faites un effort, c'est ça? Ça doit se passer comme ça. Je ne suis pas dans le secret des négociations, mais c'est un fait. Les Huawei, les Apple, etc. font pareil, voire de manière encore plus puissante, en fait. C'est-à-dire que là, il y a quand même aussi... il y a un jeu de rapport de force, et dans ce jeu de rapport de force, Xiaomi est bien placé. Et puis un deuxième élément qui est quand même intéressant pour nous, c'est que nous ne sommes pas dépendants uniquement du smartphone qui représente à peu près 50% du chiffre d'affaires du groupe. On a parlé de l'IoT, tous les objets connectés, on a parlé, vous l'avez mentionné, de la voiture qui représente quasiment un quart du chiffre d'affaires. Donc ça nous donne aussi, on va dire, des buffers pour absorber ces coûts et être un peu moins sensible que les autres à cette hausse des prix. Pour autant, on est en train de regarder, ça sera particulièrement vrai sur l'entrée de gamme, comment on va s'adapter à ce mouvement pour que, encore une fois, ce soit le moins douloureux possible pour les consommateurs. Tous les constructeurs de smartphones vont augmenter leur prix? Forcément. C'est obligatoire. Alors, je ne peux pas me prononcer pour les concurrents, mais en tout cas, ils vont subir une hausse, ça c'est indéniable. Dernière question, Guillaume. Vous avez annoncé ici un concept car. Voiture, bon, alors ça ne sera pas la voiture de monsieur et madame tout le monde, ça c'est clair, mais elle est superbe. Merci. C'est quoi cette volonté de Xiaomi de s'engager sur l'automobile?
Alors ce mouvement d'engagement, il a été préparé depuis 3 ans. On commercialise des voitures en Chine depuis 2 ans. On a vendu plus de 600 000. Là récemment, le YQ7, le SUV, est le SUV le plus vendu en Chine. Donc c'est un succès absolument phénoménal. Et on prépare petit à petit l'arrivée du véhicule électrique en Europe, qui sera annoncé pour fin 2027. Fin 2027, Fin 2027. Xiaomi arrivera avec des véhicules en Europe. Exactement. Ok. Et donc, la voiture est une partie, c'est une composante essentielle de notre stratégie. Donc, à titre d'exemple, on a commencé à intégrer la SU7 Ultra, qui est une voiture de sport absolument incroyable de 1500 chevaux, qui a battu le record du Tour au Nürburgring. On l'a intégré dans le jeu Gran Turismo. C'est un levier marketing comme un autre. Et là, à Barcelone, il y a 3 jours, on a annoncé effectivement un concept car qui est censé au départ être un objet digital, qui devait également être dans Gran Turismo et qui trouve une concrétisation physique sur le stand. Ça montre plus aujourd'hui notre volonté de dédier des ressources, des moyens et de commencer à mettre un pied dans le monde de l'automobile plutôt que de s'engager dans le sport automobile en tant que tel. Mais en tout cas, c'est un signe que Xiaomi veut prendre une part importante dans le monde de l'automobile. Et d'ailleurs, on réitère notre ambition d'être parmi les 5 plus gros constructeurs mondiaux sur le marché de l'automobile d'ici 2035. Ouais, incroyable. On a pu la voir, cette voiture. Si vous êtes avec nous à la télé, elle est superbe. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Bon salon. Merci. Et on va surveiller de près le coût maintenant des smartphones, du prix du smartphone qui va sans doute augmenter dans les semaines et les mois qui viennent. Guillaume Chéniaud, donc directeur général de Xiaomi France. Merci. Merci François. Et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, on attaque notre dernière ligne droite de ce Tech & Co ici à Barcelone sur le stand Orange à l'occasion de l'édition 2026 du Mobile World Congress. Le Mobile World Congress, c'est des smartphones, c'est du réseau, c'est des processeurs, c'est des semi-conducteurs. Et je suis très heureux d'accueillir sur le plateau Pierre Barnabé. Bonsoir Pierre. Bonsoir François. Directeur général de Soitec. Et c'est vrai que vous êtes une entreprise française, il faut le dire, qui a une renommée internationale. Vous vendez, en fait, vos clients principaux, c'est l'Asie et les États-Unis. Alors, vous êtes aussi présent en Europe, mais vous êtes 100% français. Vous avez été fondé en 1992 et vous êtes spécialisé, en fait, dans la conception et la production de matériaux pour l'industrie des semi-conducteurs. Alors, dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais c'est quoi le job? C'est quoi votre job chez Soitec? C'est quoi? Alors, c'est vrai que Soitec, on est à la source de beaucoup de composants semi-conducteurs, puisque les semi-conducteurs, ils sont fabriqués sur ce qu'on appelle des substrats, donc des plaques qui, dans l'essentiel des cas, sont en silicium. Donc c'est sur ces plaques de silicium que sont fabriqués ces composants. Nous, on a inventé une technologie qui permet de rendre le silicium plus intelligent, en associant différentes plaques de silicium les unes avec les autres. Pas que de silicium d'ailleurs, d'autres types de matériaux. Et la faculté qui sont en couche, qui sont par couche, exactement. Okay. Donc ils sont collés les unes avec les autres avec des traitements un peu particuliers. Et ça permet une amélioration de la performance, des fonctionnalités, une réduction de la consommation électrique, qui est quand même un élément essentiel, puisque la couche active est beaucoup plus fine et permet aux composants de fonctionner remarquablement bien, mais avec beaucoup moins d'énergie. Et ça a été le grand succès de Soitec depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 5 produits phares qui permettent effectivement d'équiper énormément de fabricants de composants. Et une partie des composants dans les téléphones, dans les voitures, dans les robots, on les retrouve chez Soitec. On a 100% des smartphones, on équipe 100% des smartphones avec un substrat. On équipe 100% des data centers de nouvelle génération en intelligence artificielle, qui est un succès phénoménal. Donc tout le monde est votre client en fait. On a quasi tous les fondeurs. C'est incroyable. Incroyable. On exporte 95% de notre production. On a 2 grands centres de production. Un grand centre de production à côté de Grenoble et un grand centre de production à Singapour, en Asie. Et on exporte 95% de cette production partout dans le monde, donc essentiellement l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Donc c'est vrai que c'est une influence assez importante, discrète, mais très importante. Et quelle fierté de savoir que dans 100% des smartphones, il y a des composants made in France. Ça, et 100% des data centers IA. Et de nouvelle génération. 100% des data centers IA, parce que c'est vrai que c'est en ce moment le grand sujet. Le grand sujet. Mais dans un smartphone, vous êtes où exactement? On est dans ce qu'on appelle l'interface radio, donc la partie qui va communiquer avec l'extérieur.
Oui. On est dans également les filtres, donc la gestion des différentes bandes de fréquences dans les filtres qui sont dans les téléphones. Et puis aussi, on est dans certaines applications digitales, notamment la connexion satellite, etc. C'est aussi très important. Donc dans les smartphones, aujourd'hui, on a 3 produits. Il y a quelques années, on avait un seul produit. Soitec vivait sur un produit, Oui. plus ou moins un client, plus ou moins un fournisseur. 4 ans après, on a aujourd'hui 3 produits, même dans les smartphones les plus emblématiques. Et puis de plus en plus, on va se retrouver dans les centres de données, on va se retrouver dans les objets connectés, on va se retrouver dans les voitures. Donc nos 5 produits aujourd'hui se retrouvent effectivement dans plein d'objets de notre vie courante et quotidienne. Et ça, c'est effectivement une réussite française avec une recherche et développement qui est essentiellement concentrée dans la région de Grenoble. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi, si aujourd'hui 70% de votre marché est aux États-Unis, 20% en Chine, vous pourriez vous dire, ben voilà, je pars là-bas. Pourquoi vous restez en France? Alors, honnêtement, c'est pas parce que je suis français que je le dis, mais les ingénieurs français sont franchement parmi les meilleurs au monde. Et ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on en entend parler. C'est toujours le cas aujourd'hui, les nouvelles générations aussi. Mais regardez, il y a 4 ans, on avait un produit. Aujourd'hui, on en a 5 qui effectivement couvrent énormément d'objets partout dans le monde et on fournit tout le client dans le monde. Ces produits, ils ont été inventés par les ingénieurs français à partir effectivement de technologies d'association de matériaux. Et derrière ces 5 produits, donc le RF, le FD, je ne vais pas rentrer en détail, le Photonics, les filtres et puis l'électronique de puissance, on a 5 nouveaux produits qui sont en devenir. Et derrière ces 5 nouveaux produits à horizon 3-5 ans, on a encore 10 projets à horizon 10-15 ans. Et ça, c'est quand même un peu le génie français de pouvoir avoir tout le temps cet esprit d'innovation, de conquête aussi, autour de la technologie, en associant effectivement des compétences assez clés et assez rares. Donc vous avez un boulevard là en fait. Enfin, je veux dire, si tout va bien, voilà. Parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier, mais vous avez un boulevard, j'ai envie de dire, technologique. On a plusieurs boulevards. Plusieurs boulevards. Après, il faut mettre tous les feux au vert en permanence quand on roule. Donc, c'est ce que l'on fait, on y travaille. Donc, bien sûr, la téléphonie mobile a eu des moments difficiles parce qu'il y a eu quand même une baisse après le Covid de l'activité avec un surstockage. Mais on a réussi à passer ce point d'inflexion. Donc là, effectivement, à nouveau, grâce à 2 nouveaux produits qu'on introduit dans le smartphone, on a un boulevard qui se réouvre à nous. On a un énorme boulevard. Alors vous parlez de quoi là, des smartphones en fait, tout ce qui est connectivité satellite. Donc voilà, donc ça le module radio qui reste quand même très important, le filtre et effectivement on va dire la digitalisation de l'interface et du signal, notamment la connexion satellite. Ensuite, le deuxième boulevard énorme, c'est l'IA. Et ça, c'est un boulevard extraordinaire puisque l'IA pesait quelques pourcents de notre chiffre d'affaires il y a 4 ans. On n'est pas loin d'un tiers de notre chiffre d'affaires généré par l'IA. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Mais donc, vous travaillez avec quel Nvidia? Vous travaillez avec quelle boîte? On ne donne pas trop de noms de clients, mais je pense que vous ne trompez pas. Et donc, ça me paraît là, il faut... ça me paraît logique. Mais il n'y a pas que, bien sûr, Nvidia, mais on travaille sur notamment l'évolution de la Photonics. Donc on a un produit qui permet de transformer l'électron en photon. Donc aujourd'hui, ce produit, ce substrat, il permet de fabriquer des composants qui interconnectent les serveurs entre eux dans les data centers. Ça, c'est la première évolution. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup plus de demandes que ce qu'on est capable de produire. Il y a une deuxième vague qui va arriver où on va interconnecter les fameuses cartes graphiques de type Nvidia entre elles. Et après, il y a une troisième révolution qui va arriver un peu plus tard où on va interconnecter les cartes graphiques directement entre elles. Et ça, c'est le Photonics, ce qu'on appelle le Silicon Photonics, basé sur nos technologies dites SOI, qui vont permettre d'interconnecter, donc réduction du temps de latence et surtout, et c'est vraiment une ligne directrice de Soitec, réduction de la consommation en énergie. On réduit d'au moins 30% la consommation d'énergie et ça sera la clé de l'évolution de l'IA. Le mur de l'IA, ça va être l'énergie. Donc, si on arrive à réduire fortement cette consommation d'énergie, on va pouvoir effectivement continuer de faire développer l'IA dans le monde et en consommant beaucoup moins en émettant beaucoup moins de CO2 et consommant beaucoup moins d'énergie et d'électricité. Malgré tout, cette année 2026, elle est un peu particulière parce que justement, le contre-coup de cet engouement sur l'IA, c'est l'explosion de certains composants électroniques. On le voit, j'en parlais il y a quelques minutes avec votre prédécesseur, le directeur général de Xiaomi, qui disait que
cette année, le coût des smartphones va exploser parce que voilà, la mémoire aujourd'hui Les composants, la mémoire. coûte très cher. Est-ce que ça a un impact sur votre, sur votre stratégie? Parce que forcément, si ça coûte plus cher, il y aura peut-être moins de produits qui vont se vendre et donc vos clients vont peut-être moins vous demander de votre expertise. Tout problème est une opportunité pour nous. Donc, dans les 5 nouveaux produits de demain, J'aime bien cette réponse. dans les 5 nouveaux produits de demain, pourquoi ne pas nous intéresser de ce fait à la mémoire? Pourquoi ne pas apporter notre technologie SOI dans le monde de la mémoire pour permettre de réduire son coût de production et réduire sa consommation d'énergie? Donc, une des solutions pourrait être effectivement pour les fabricants de mémoire d'utiliser une technologie SOI, et entre nous on est en train d'y travailler, qui permettrait effectivement d'avoir des produits beaucoup plus concentrés, beaucoup moins consommateurs en énergie, et de ce fait avec un bilan économique beaucoup plus intéressant. Donc, Oui, mais ça, on va dire, c'est une projection sur 5-10 ans, non? Enfin, non, ça va prendre du temps. Non, mais dans un temps plus court, parce qu'on y travaille depuis quelques temps déjà. Donc, c'est plutôt à horizon 3-5 ans qu'on voit les choses se faire. Et ça permettra, parce que le monde des semi-conducteurs, c'est un monde de cycles. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours anticiper quel va être le cycle bas et le cycle haut. Donc aujourd'hui, on a un cycle haut de la mémoire, on va retomber dans le cycle bas. Lorsqu'il y aura un cycle haut, c'est à ce moment-là qu'il faudra effectivement réfléchir à comment avoir des mémoires beaucoup plus efficaces, beaucoup moins consommatrices en énergie et beaucoup plus performantes. Et là, c'est vrai que Soitec a une super carte à jouer. C'est intéressant ce que vous dites sur ces cycles. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce métier? Moi, ça fait pas très longtemps. Mais j'en ai vécu un très très beau et c'est vrai que c'est une... Ces cycles sont, on va dire, réguliers. Vous avez un cycle Kondratiev, vous vous rappelez les cours d'économie, donc qui est en croissance. Donc voilà, sur les par paquet de 40 ans, le semi-conducteur, c'est un marché qui progresse. Mais autour, il y a des cycles jugulars, effectivement, qui vont osciller avec des points hauts, des points bas, où parfois il y a des effets de surprise. C'est vrai que l'IA a été un accélérateur dans la production de semi-conducteurs qui a été bien au-delà de ce qu'on a pu imaginer. On a vu les valorisations extraordinaires de certaines sociétés. Et c'est vrai que nous, on n'anticipait pas il y a 4 ans que l'IA pèse désormais un tiers de notre chiffre d'affaires et de plus en plus dans les années à venir. Donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir une vision au long cours, mais avoir une flexibilité sur des cycles très courts. Mais cette agilité, c'est une capacité. Vous arrivez à avoir cette agilité parce que justement vous arrivez à avoir ce pragmatisme et de vous dire ok, l'IA est en train d'exploser, mais comment ça se passe dans les usines? Vous arrivez à modifier en fait les lignes de production parce que quand vous avez une demande forte comme ça pour certains composants sur l'IA, c'est pas forcément les mêmes composants que sur les téléphones, non? Comment vous faites? Usines, alors nos plaques sont effectivement différentes quand il s'agit de faire pour la radio, pour la photonics ou pour l'électronique de puissance, mais les grands fondamentaux sont les mêmes. Donc on a des usines, on appelle ça fongibles, c'est-à-dire des usines qui sont capables effectivement de produire différents types de plaques en fonction des besoins, avec des lignes de production qui sont en partie communes. Donc ça nous permet de gagner beaucoup en flexibilité, et ça c'est quand même un élément absolument essentiel. Et puis la façon de résister à ces cycles, c'est la diversification, c'est ce qu'on a réussi. Le grand succès des 4 dernières années pour Soitec dans un contexte difficile, ça a été une diversification en termes de produits, de géographie et de clients. Et aujourd'hui, on est une sorte de bateau à multiflotteur capable de prendre tous les océans. Et ça, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être flexible, agile et de pouvoir voir les nouveaux cycles et les anticiper avec des effets de quinconce dont on aura une bien meilleure maîtrise. Alors on l'a vu, vous avez des ambitions qui vont bien au-delà de l'Europe, vous êtes un acteur mondial, mais on évoque beaucoup en ce moment la souveraineté, le fait de pouvoir recentraliser certaines productions en Europe, de réindustrialiser, etc. Aujourd'hui, à part ST Micro, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui fabriquent des composants électroniques en Europe. Il y a d'autres sociétés, Infineon, NXP, etc. Il y a aussi des sociétés mondiales qui fabriquent en Europe. Bien sûr. Global Foundries, il y a SML aussi. Il y a SML qui est présent. Donc il y a quand même une chaîne de valeur en Europe importante. Quand on regarde, on a toujours parfois tendance, quand on est européen, français, de regarder l'autre côté de la barrière, mais l'herbe est assez verte aussi en Europe. Le verre à moitié vide. Voilà, là regardons le verre à moitié plein ou à un tiers plein.
on a quand même des actifs en Europe qui sont très intéressants. Bon, bien sûr, Soitec, on en a parlé, mais vous avez parlé d'ASML, vous avez parlé dans par exemple les capteurs, dans les microcontrôleurs, dans les composants pour la voiture. Franchement, l'Europe a une position extrêmement forte. Dans le design des nœuds de dernière génération, l'Europe a aussi des positions extrêmement fortes avec des laboratoires de recherche très puissants comme le CEA-Leti, l'IMEC en Belgique. Donc on a quand même un pôle de compétences remarquable. Mais effectivement, c'est-à-dire qu'on notre marché il est global. On fabrique des petits composants qu'on n'arrive pas à assembler finalement, qui sont assemblés ailleurs. Alors, ça dépend pour quelles applications. Mais vous savez, un composant, il fait entre le début de sa vie et l'arrivée dans un objet, il fait pratiquement 40 à 50 000 km. Donc, un composant, il circule partout dans le monde. Donc, il va faire une étape en Europe, après il va partir aux États-Unis, après il va aller en Chine. Après. Donc, voilà, c'est ça la vie du monde de la microélectronique, c'est effectivement d'être totalement globalisé. À votre avis, ça ne sert à rien de courir après la Chine et se dire, bah tiens, on arrive à fabriquer des composants entiers, intégralement, assembler des produits entiers en Chine. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ou ailleurs, de dupliquer ça et de le faire en Europe? Mais c'est en partie le cas sur certains produits, notamment souverains ou stratégiques, et même dans d'autres produits du grand public. On a de plus en plus de réindustrialisation. Mais vous savez, il ne faut pas voir la Chine comme un ennemi, il faut voir la Chine comme un marché. Non, ce n'est pas un ennemi, mais c'est le fait de se dire, voilà, est-ce que d'un côté, ça ne peut pas nous motiver à faire comme eux, finalement? Chacun a ses atouts. Oui, bien sûr. Vous savez, la Chine trouvera des pays qui seront beaucoup moins chers et vous aurez des groupes chinois qui iront fabriquer ailleurs parce que c'est moins cher. C'est ça aussi la difficulté et la beauté de la globalisation. C'est-à-dire que ces marchés sont horizontaux et pas verticaux. D'accord. Alors après, il n'empêche qu'il faut aussi faire attention à la souveraineté. Nous, on est très fiers d'être européens basés en Europe, mais aussi on est extrêmement fiers de fournir ces technologies inventées en Europe et particulièrement en France, partout dans le monde et faire référence, faire standard. Ça, c'est quand même extraordinaire. Merci Pierre Barnabé, directeur général de Soitec. Passionnant. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et pour terminer ce Tech & Co, donc depuis le Mobile World Congress, on va encore parler de satellites avec un opérateur très important dans ce domaine, un opérateur européen. Il s'agit de SES et Jean-Philippe Gillet est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir, merci beaucoup. Président des activités données fixes chez SES. Alors je vous recevais l'année dernière, mais avec un autre titre. Vous étiez le patron de Intelsat. Intelsat qui a été en fait racheté par SES, c'est ça? Tout à fait. Expliquez-nous ce qui s'est passé là. En 12 mois, il y a pas mal de trucs qui se sont déroulés. Donc beaucoup de choses qui se passent dans le domaine du satellite. Aujourd'hui, ce qui est important, si on veut être un concurrent et fournir des services à grande échelle, il faut avoir une taille critique. Pour avoir une taille critique, il faut avoir une présence dans plusieurs pays. Donc il y a deux sociétés qui se sont regroupées. SES qui a décidé d'acquérir Intelsat. À partir du mois de juillet, c'est devenu une société commune avec beaucoup plus de satellites, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de présence internationale. Très bien. SES, et pour tous les anciens qui regardaient la télévision par satellite, se souviennent peut-être de Astra, qui était les prémices de la télévision par satellite. On pointait notre parabole sur Astra et on se retrouvait avec notamment, je crois, les chaînes de Canal ou beaucoup de chaînes européennes en fait, qui étaient diffusées. C'était une fenêtre incroyable qui s'ouvrait sur le monde finalement, la télé par satellite. Eh bien, c'était vous. Exactement. Donc à ce moment-là, déjà beaucoup d'innovation. Innovation de distribution de télévision avec le gouvernement luxembourgeois a donné une impulsion pour créer une société qui s'appelait Astra. Aussi parce qu'il y avait beaucoup de contenu, aussi SES, le Luxembourg c'est aussi l'endroit où RTL a été présent, donc bien avec sûr. Du contenu qui était créé, avec les premiers satellites de distribution, de télévision qui ont été... Et de radio aussi, on l'oublie. Et de radio, qui ont sûr. été focalisés sur les marchés européens, en particulier sur les marchés allemands. Et ensuite, petit à petit, Astra, qui est devenu SES, qui s'est développé et des acquisitions aux États-Unis, des acquisitions internationales pour fournir beaucoup plus de services partout dans le monde. Aujourd'hui, vous êtes donc à la tête de 120 satellites, c'est ça?
120 satellites multi-orbites. Donc on opère dans les 3 orbites. On est dans les satellites géostationnaires, c'est les satellites qui distribuent la télévision. Voilà, 36 000 km d'altitude. 36 000 km d'altitude. On opère aussi une flotte de à peu près 30 satellites médium orbite qui bougent mais qui couvrent le monde. Et on a des accords stratégiques pour des satellites low orbit, ce qu'on appelle LEO. Voilà, basse orbite, comme Starlink. Exactement. Ou même LEO, qui est le nom d'ailleurs du prochain service d'Amazon. Aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs. Il y a un opérateur européen, Eutelsat, avec une offre OneWeb. Il y a des opérateurs internationaux. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'offrir un service qui couvre tous les besoins des clients. Et tous les besoins des clients, ce n'est pas un seul orbite. C'est avoir cette capacité à intégrer différentes solutions qui permettent ensuite de dire pour des solutions de type connectivité aux avions, on va avoir une solution qui va être sur un orbite géo et sur un orbite LEO. Et de même, on va avoir des services miniers, on va avoir des services de connectivité pour des pétroliers en particulier. Et on offre ce type de solution en faisant une complémentarité entre les différents orbites. Donc, qui sont vos clients finalement ? Ce n'est pas le particulier. Ça va être les entreprises, ceux qui ont besoin de connectivité. Vous parliez du transport aérien ou des bateaux, finalement, c'est ça ? Donc aujourd'hui, nous ne fournissons pas de services aux particuliers. Donc c'est vraiment un secteur sur lequel on n'est pas focalisé. On est focalisé sur fournir des services aux opérateurs de téléphonie mobile. Le type de service qu'on fournit aux opérateurs de téléphonie mobile, c'est de la connectivité pour étendre leur réseau. Donc en plus des connectivités fibres, on offre ce type de connectivité par satellite. Et aussi pour tout ce qui est désastre. Quand il y a un problème, quand il y a une inondation, on a besoin d'offrir des services complémentaires par satellite. On fournit des services aux compagnies aériennes, connectivité aux avions. On fournit des services aux bateaux. Et bien entendu, toute la télévision est encore une grosse partie de notre métier. Mais il y a comme Eutelsat d'ailleurs. Comme Eutelsat. Et il y a un marché qui est en très forte croissance aujourd'hui, c'est les activités gouvernementales. Comment est-ce qu'on peut offrir des services qui offrent de la souveraineté sur des satellites pour offrir des services de surveillance de frontières, des services d'aide au déploiement de troupes, des services de connectivité à des drones et autres. Et j'imagine qu'en ce moment, l'activité de défense doit être importante, non ? L'activité de défense est importante, la souveraineté est importante. Et c'est là où on a quelque chose qui est très différenciateur, où sur des satellites d'orbite basse, on est capable d'offrir des services souverains. Et ces services souverains, ça permet à un pays de conserver les données dans son pays et d'opérer, même sur des satellites qui sont partagés entre plusieurs clients, des services qu'il contrôle à 100%. Votre objectif dans les années qui viennent, c'est quoi ? C'est de lancer de nouveaux satellites, de proposer de nouveaux services. Quelle est votre stratégie maintenant que vous êtes un acteur encore plus important que les années précédentes, puisque avec le rachat d'Intelsat, vous passez à une taille critique ? Les grands sujets aujourd'hui pour nous, c'est comment est-ce qu'on est intégré de manière transparente pour les opérateurs de téléphonie. Comment est-ce que ce qu'on appelle le NTN, Non-Terrestrial Solution, est intégré dans le réseau TN, Terrestrial Solution, de l'opérateur de téléphonie mobile. On veut rendre ça totalement transparent. Le deuxième sujet, c'est la connectivité directement au téléphone mobile. On a un partenariat avec une société qui s'appelle Link, on est un investisseur dans une société qui s'appelle Link, qui développe une flotte de satellites qui se connectent directement au téléphone mobile. Et l'idée, c'est de faire une complémentarité avec le réseau terrestre, le réseau satellite, qui non seulement couvre les entreprises, les tours, les gateways, mais aussi l'opérateur final. Jean-Philippe Gillet, quand on voit la puissance aujourd'hui d'un Starlink qui lance des milliers de satellites par an, avec une couverture incroyable et un service d'excellente qualité, quand on voit qu'Amazon s'apprête à lancer aussi sa constellation, franchement,
est-ce vous continuerez à tirer votre épingle du jeu finalement? Parce que on voit que c'est des investissements qui sont colossaux, qu'aucun acteur européen ne pourra égaler finalement. Il y a un espoir malgré tout? Évidemment, il y a un espoir. L'espoir, il doit être défini par les cibles. Quels sont les clients qu'on va servir? Aujourd'hui, ce qui est clair pour nous, c'est que délivrer de la connectivité broadband à l'opérateur final, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. Délivrer une solution souveraine pour un gouvernement, délivrer une solution qui est avec le standard d'un opérateur de téléphonie mobile, pour tous les opérateurs de téléphonie mobile, de leur donner de la résilience, de leur donner une possibilité de s'étendre plus rapidement dans les zones dans lesquelles il n'y a pas de zone de couverture. Ce sont des marchés sur lesquels on a une offre, et on aura une offre dans le futur qui sera vraiment résiliente et valide pour nos clients. Vous y croyez à l'explosion en fait, de la réception par satellite sur les téléphones? On voit qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui proposent justement des services d'urgence ou même d'envoi de SMS par satellite. On voit que voilà, ça commence à se propager. Ça va arriver, c'est quelque chose qui va bouleverser, à votre avis, le monde des télécoms, ça? Pour moi, je vois ça comme des services qui sont complémentaires. C'est un outil en plus dans la boîte à outils des opérateurs de téléphonie mobile. Des services d'urgence, c'est une réalité. C'est plus des projets. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a déjà des services, je l'ai testé moi-même, ça fonctionne très très bien. Dès que vous commencez à vouloir fournir des hauts données dans des zones qui sont des zones urbaines, le satellite n'est pas la bonne solution. Et ça ne sera pas la bonne solution. Oui, parce que ça sera la 5G qui sera toujours... ou la fibre. Par contre, avoir des services qui sont complémentaires avec des bons niveaux de données dans des zones qui sont plus rurales, ça aussi, ça va devenir une réalité. Et on n'est pas en train de parler d'une réalité qui sont 2035. On est en train de parler de réalités qui sont dans cette décennie. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait qu'il y ait une espèce de sursaut européen pour avoir un Starlink-like, finalement? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez, en vous associant peut-être, en essayant de récolter des capitaux? Ça a du sens ou pas, à votre avis? Alors, il y a déjà un projet européen qui s'appelle Iris Carré. Oui. Il y a déjà des partenaires. On est un des partenaires fondateurs. Il y a déjà des projets qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, on doit travailler, on doit collaborer en tant que partenaire européen. On doit aussi démontrer notre puissance et être une solution qui est à un bon prix, bonne qualité de service pour nos clients. Ça doit être ça notre ambition. Ce n'est pas un marché protégé qui va nous donner une position stratégique. Mais il y a déjà des acteurs européens qui se sont regroupés avec Eutelsat, avec Hispasat dans le domaine du satellite, et il y a déjà quelque chose qui se met en place. Merci beaucoup Jean-Philippe. Jean-Philippe Gillet, président des activités données fixes chez SES. Pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne depuis Barcelone, depuis ce Mobile World Congress. Voilà, 2 émissions réalisées depuis le stand Orange. Je remercie toute l'équipe d'Orange, à la fois la com et la technique, de nous avoir aidés. Merci aussi évidemment à toute l'équipe de BFM Business pour ces émissions parfaites. On se retrouve demain et demain on sera de retour à Paris, bien évidemment. Très belle soirée et à demain dès 19h30. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.